Bonjour les amis. Bon allez, aujourd'hui on va parler de choses sérieuses, des choses qui fâchent, c'est-à-dire tout ce qui peut arriver pendant qu'on orpaille, le danger. Le danger par imprudence, par ignorance peut-être. Oui. Ben, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as pas oublié quelque chose, non? Mais quoi? Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Ben, notre ami Vincent, tu l'as oublié. Ah ouais, t'as raison. Non, non, mais je suis... T'as encore une fois raison. Bon, ben, c'est vrai que... Bon, ben, reste pas là, que je continue ma vidéo. Ouais, non, mais t'es pas... On peut rien te dire, de toute façon. Bon, ben, je m'en vais. Bon, il est bien gentil, mais enfin, bon... Bon, on va continuer et puis c'est vrai que je voulais vous parler de la chaîne de Vincent Roll, Le surf a changé ma vie. Alors c'est son histoire, hein. À un moment il était déprimé, complètement au fond du trou et puis il avait goût à rien. Et puis un jour il voit un reportage sur le surf. Ah, il s'est dit là c'est pour moi. Il est parti, il est allé apprendre le surf. Depuis, il a laissé tomber son boulot, il a changé de vie totalement. Maintenant, il fait des stages de surf. Il a monté une entreprise de stages de surf. Et puis, bien sûr, sa chaîne YouTube. Tout le monde ne fait pas de surf, moi non plus. Sa chaîne est fort intéressante en plusieurs points. Déjà pour le surf, il y a des belles images, même si on n'aime pas trop le surf, il y a des belles images, ça fait rêver. Et ensuite, eh ben, il a eu l'idée géniale de faire profiter à tout le monde, par l'intermédiaire de sa chaîne YouTube, de son avancement dans ses projets. C'est-à-dire que son entreprise, il la voit comme un jeu. En fin de chaque mois, il va établir le bilan de ce qu'il a réussi, de ce qu'il a raté, des difficultés qu'il a rencontrées, comment il a pu les résoudre. Et ça va être très intéressant, surtout si vous êtes indépendant. On a tous connu les moments de galère en tant qu'indépendant, que ce soit auprès de l'administration ou n'importe quoi. Donc il va tout détailler point par point. Il va faire un bilan complet une fois par mois. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, ce qui est encore plus génial, c'est que bon, ces stages de surf, il est fait en petits groupes, c'est-à-dire qu'un groupe, c'est 3 personnes. Il a le temps de s'occuper de tout le monde. Et puis, ça dure une semaine. Vous êtes hébergé dans un endroit paradisiaque. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il va donner 30% de son chiffre à une association qui s'occupe de personnes en difficulté ou handicapées. Alors j'ai trouvé ça très courageux. C'est un gars sympa, il est marrant, il explique bien, et puis vous allez découvrir pas mal de choses avec lui, je pense. Hein. Encouragez-le, et puis allez vous abonner sur sa chaîne, il le mérite. Tout ce qu'il fait, il le fait avec bon cœur pour les autres. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc maintenant, on va revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est problème dans la rivière, toutes les imprudences qu'on peut faire, volontairement ou involontairement. Donc c'est pas simple. Et je l'ai détaillé catégorie par catégorie. Pas par gravité, hein, par catégorie. Alors il est évident que ça commence pas au bord de la rivière, l'orpaillage. Ça commence chez vous quand vous préparez vos affaires. Donc là, il y a des choses à penser, à préparer. Déjà votre matériel d'orpaillage. Il va falloir que vous inquiétiez de la météo. Alors, c'est pas forcément en regardant le ciel. C'est vrai que si c'est une belle journée d'été où le ciel est pur, dégagé, bon, ça peut aller. Quoique, ça peut changer très vite. Donc vous avez un site de Météo France qui vous permet d'avoir sur des zones très localisées une météo très, très précise. Bon on ne va pas toujours orpailler par temps stable du matin jusqu'au soir. Il y a des périodes
Bon, par exemple, dans les Cévennes, au mois de septembre, on ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée. Le niveau de l'eau, on peut le voir à distance de chez soi. Allez, hop. Bon, nous voilà sur Vigicru. Vous avez quelques infos. Et surtout la carte de France. Alors, on va choisir le département où le Gard se situe. On va choisir la région où le Gard se situe. Voilà. Et donc là, on arrive sur la page avec la liste de toutes les rivières concernées dans la région. Et on va choisir le Gardon d'Anduze, puisque bon, je suis dans le coin. Alors, Anduze, Mialet, Saumanne, Saint-Jean-du-Gard, voilà le... Bon, pour l'instant, on est en vert, mais il y aurait des prévisions de crues. Ça serait en orange, voire en rouge. Donc, sur les petits points, là, on a exactement les points de relevé pour les débits d'eau. On peut choisir le nombre de jours, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours. Donc voilà. Alors, chose intéressante, vous voyez les records de crue. En 2002, elle était de 10,25 m. Et là, ça arrive très rapidement. En 2 heures, ça arrive. Le 28 octobre 2015, on était à 6,92 m. Et puis le 11 octobre 2014, on était à 6 mètres. Donc vous voyez, quand le Gardon se met en crue, ça ne plaisante pas. Voilà, donc vous avez les prévisions, les observations, les zones inondables, infostation par exemple, donc cours d'eau du Gard, voilà, Anduze, fiche de la station, vous avez tous les détails. Ben bon, après ça devient plus technique. Voilà, donc avant de partir, ben, je vous conseille de jeter un œil, si le temps est incertain, savoir si dans la journée il ne va pas tomber des trompes d'eau, ce qui ferait gonfler la rivière. Alors évidemment, vous avez toutes les régions de France, hein, voilà, donc ça c'est une information importante. Il faut toujours consulter ce site pour savoir où on en est, quelles sont les prévisions. Bon, une fois que vous avez consulté Météo France et Vigicru, vous devez connaître la situation de la journée, mais rien n'empêche de dire à votre entourage familial où vous allez, à quelle heure vous pensez rentrer. Vous pouvez avoir un retard, mais si au bout de 3 heures après l'heure que vous avez annoncé, vous n'êtes toujours pas là, c'est qu'il y a un problème. Bon, selon le temps, prévoyez de la crème solaire au cas où, si vous avez une peau qui brûle tout de suite, il faut toujours l'avoir sur vous. Ensuite, on ne sait jamais, il peut pleuvoir, et un bon kawaii, vous êtes content de l'avoir quand vous êtes sur place. Parce que vous n'êtes pas à l'abri de prendre une saucée, hein. Vous pouvez glisser à l'eau, vous êtes trempé de la tête aux pieds. Alors, prévoyez dans la voiture d'avoir toujours des vêtements de rechange et secs, agréables. C'est-à-dire que si vous tombez à l'eau, quand vous rentrez à la voiture, vous vous changez et vous êtes de nouveau tout sec. C'est aussi simple que ça. Il y a la trousse de secours aussi qu'il faut avoir, toujours sur soi. Alors dans la voiture,
Mais dans le sac à dos où vous mettez votre matériel d'orpaillage, c'est pas mal aussi d'en avoir. Même si c'est pas d'une gravité énorme, vous êtes content d'avoir des pansements, d'avoir ce qu'il faut pour vous soigner un minimum. Ce qu'il faut dans votre trousse de secours, il y a deux choses. En plus des pansements, des désinfectants et tout le truc, il y a deux choses qu'il faut avoir. C'est la couverture de survie. La couverture de survie, elle peut peut-être vous sauver la vie. Parce que, imaginez, vous vous cassez une jambe dans la rivière, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous n'avez pas chaud, vous grelottez, vous êtes content d'avoir la couverture de survie. Alors, le côté doré à l'extérieur pour emmagasiner la chaleur. Et si jamais c'est l'inverse, si jamais le soleil tape et si c'est une canicule, vous mettez côté argenté, ce qui renvoie la température, ça vous évite de cuire. Et puis l'autre chose importante aussi, c'est un tire-venin. Alors, bon, dans le Gard, j'en ai jamais vu, il paraît qu'il n'y en a pas, mais il y a d'autres régions, comme les Alpes-Maritimes par exemple, c'est bourré de vipères. Vous n'êtes pas à l'abri de vous faire mordre. Alors un tire-venin, même pour une piqûre d'insectes, de guêpes, de tout ce que vous voulez, un tire-venin, ça permet d'extraire la majeure partie de ce qui peut vous contaminer, c'est-à-dire le venin de l'animal. Le minimum du minimum, c'est d'avoir un téléphone sur soi, voire un smartphone, où vous avez Internet, qui soit chargé. Alors, faut pas passer cette journée à jouer avec, et puis au moment où vous en avez besoin pour appeler des secours, les pompiers, le SAMU, tout ce que vous voulez, vous n'avez plus de batterie. Là c'est le drame. C'est le drame. Et donc, faites attention à ça. Alors, en parlant de sécurité, de trousse, de téléphone, moi, il m'est arrivé une chose, j'étais chez moi tranquille, et puis il y a un copain orpailleur qui m'appelle, et puis qui me dit, Gilles, je suis au bord de la rivière, je peux plus bouger, j'ai une perte d'équilibre, je peux plus marcher. Donc c'est une maladie qui fait un petit peu comme l'oreille interne, mais en pire, c'est-à-dire qu'on est incapable. C'est comme si on avait 2 grammes d'alcool dans le sang. Voilà, on ne peut plus tenir debout. Et donc, c'était un terrain assez accidenté, reculé, où il fallait marcher à travers les broussailles pendant un moment. Le copain, il ne pouvait plus. Je lui ai dit, écoute, je viens de chercher. Donc, j'ai été, je l'ai trouvé. Bon, on en a rigolé parce que je lui ai dit, alors, qu'est-ce que t'as bu? Qu'est-ce que t'as bu? T'es complètement rond. Mais bon, il ne pouvait plus marcher. Et comme c'était un terrain assez dangereux, avec des berges effondrées qui faisaient comme des petites falaises de 2 mètres de haut à peu près, c'était un coup à tomber, à se fracasser le crâne. Donc le téléphone, n'oubliez jamais. Alors la base de la base, le danger que tout le monde a en tête, ce sont les crues et les crues subites. Alors, je vais vous montrer ce que c'est.
commence à tomber quelques gouttes ou autre, que loin, 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 à l'horizon, vous voyez que le ciel devient noir. Vous dites, oh ben là-bas il pleut bien, mais là je suis tranquille. Eh ben non, même s'il pleut pas là où vous êtes, il peut y avoir une crue qui arrive. Quelques minutes après, ça arrive sur vous, vous n'avez pas le temps, ça arrive trop vite. Alors tout ça c'est provoqué par le ruissellement de l'eau, plusieurs cours d'eau qui se rejoignent, qui font monter le niveau. Ça peut être aussi des débris qui en amont se coincent dans des passages étroits, c'est-à-dire que ça fait un peu comme un barrage de castor. Et puis là, l'eau est coincée, ça fait un entonnoir, un entonnoir qui est bouché. Et puis d'un seul coup, plaf, ça se libère. Alors ça, on appelle ça un embâcle. Et c'est ce qui fait un mur d'eau qui arrive et qui dévaste tout sur son passage. Imaginons que au Caparonais, que vous connaissez peut-être, qui est là, qui se fasse surprendre par une vague qui arrive comme ça, qui n'est pas le temps de s'en sortir, il est obligé de subir. Alors subir, on est emporté par les flots à ce moment-là. Donc, comment s'en sortir? Alors la base de la base, c'est de se laisser porter, de faire la planche, se laisser porter et d'avoir les pieds toujours en avant. Les pieds vont servir de pare-choc, d'amortisseur. Vous pouvez, avec vos jambes, vous écarter d'obstacles comme des rochers ou des troncs d'arbres ou autres pour éviter de vous blesser, voire pire. Alors, surtout, ne pas essayer de saisir des branchages ou des arbres ou des amas de branchages pour essayer de vous en sortir. C'est pas stable d'une part, et ça risque de pivoter, de vous bloquer sous l'eau, et vous ne pourrez pas vous en défaire. Donc, il faut s'en écarter, il faut continuer. Le courant, à un moment ou à un autre, va finir par se calmer, et à ce moment-là, vous pourrez dériver vers la berge pour pouvoir sortir de l'eau en toute sécurité. Mais ne luttez pas, vous ne pourrez rien faire. Si vous luttez, vous allez être emporté comme un bouchon de liège, et vous pourrez peut-être vous fracasser le crâne contre un rocher. Donc il faut contrôler. Il faut contrôler, se laisser emporter, mais contrôler. Bon, c'est facile à dire, c'est vrai que l'eau est glacée à ce moment-là, mais pour s'en sortir, il n'y a pas d'autre solution. Alors quand il y a du courant et qu'il y a un obstacle, c'est-à-dire un petit barrage, un petit muret, ça fait un obstacle que l'eau franchit et passe par-dessus, et en retombant, l'eau fait un remous qui vient rappeler l'eau qui est de l'autre côté. Ça fait, si vous êtes pris là-dedans, ça vous maintient au fond. Donc faut éviter ce genre de choses. Faut éviter de passer par-dessus ces chutes d'eau, au risque de tomber et puis d'être plaqué au fond sans pouvoir vous relever. Il faut savoir qu'entre 0 et 4 degrés, vous avez entre 30 et 90 minutes de survie dans l'eau. Même s'il n'y a pas beaucoup d'eau contre le courant, vous ne pouvez rien faire. Imaginez, il y a un trou dans l'eau, un trou d'un autre orpailleur qui l'a pas rebouché. Vous tombez dedans, il y a du courant, vous êtes emporté, vous ne pouvez pas vous relever. Il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est le wader. Alors le wader, il est livré avec ceinture, bretelles et tout ce qu'on veut, et c'est pas de la fantaisie. C'est vraiment utile et c'est vraiment indispensable. Alors les bretelles, évidemment, sinon ça ne tient pas, mais il y a une ceinture que vous mettez à la taille, et il faut la mettre assez serrée d'ailleurs,
Alors à quoi elle sert cette ceinture? C'est pas pour que ça tombe, vous avez les bretelles. La ceinture, c'est fait pour fermer le wader pour que, en cas de chute, que l'eau ne s'infiltre pas dedans, ne s'engouffre pas dedans. Et un wader qui est plein des pieds jusqu'au torse, vous ne pouvez pas bouger. Le poids est trop important, vous ne pouvez pas vous relever. Alors à ce moment-là, vous vous noyez. Alors c'est arrivé, je l'ai vu moi, à une année, à la Coupe d'Europe des chercheurs d'or. On allait sur place, sur le Placer, où il y avait l'épreuve. Et puis on traverse la rivière. Il y avait quoi? Il y avait, allez, entre 10 et 20 cm d'eau. Il y a un copain qui tombe. Paf, il avait son wader, mais il tombe. Ah bon, on rigole tous, hein, c'est marrant. Il y a voir quelqu'un glisser puis tomber dans l'eau. Et puis là, il s'agitait et il commençait à être emporté. Alors bon, on l'a rattrapé, on était 3 ou 4 et on n'était pas trop pour le rattraper. Mais il n'aurait jamais pu se relever avec son wader. Il était plein d'eau. Et il faisait quoi? Et ça représentait son poids pratiquement, il ne pouvait pas se relever. Oula, j'ai fait ma vidéo en intérieur parce que dehors le temps n'est pas terrible. J'ai l'impression que ça te gâte. Bon alors, comme c'est comme ça coupe tout de suite. C'est un orage. Un orage, c'est des éclairs, c'est de la foudre. Et alors là, vous êtes dans les conditions les meilleures pour l'attirer. C'est-à-dire que vous êtes dans l'eau, avec des pelles en fer, vous êtes des paratonnerres ambulants. Alors, il ne faut pas traîner. C'est arrivé un jour, j'avais un stage. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, on était quoi? On était 5 ou 6. Heureusement d'ailleurs. Et d'un seul coup, c'était terrible. Et on a vraiment eu peur. Alors, quand il y a la foudre comme ça, d'une part, il faut sortir de l'eau. Si sortir de l'eau vous demande trop de temps, à ce moment-là, vous accroupissez dans la position du fœtus. Parce que si vous restez debout, vous dépassez du niveau de l'eau. La foudre, elle va au plus simple, elle va à ce qui dépasse. Donc vous êtes le seul au milieu de la rivière, paf, c'est pour vous. Là, la foudre, si elle a décidé de tomber dans le coin, là, c'est pour vous. Si vous êtes plusieurs, éloignez-vous les uns des autres, parce que la foudre, elle ne fait pas de quartier. Ça communique entre plusieurs personnes qui sont rapprochées. Donc, gardez vos distances entre vous. Le bon sens, ne levez jamais votre pelle en fer en haut pour montrer le ciel comme il est noir. Là, vous allez au-devant de la catastrophe. Alors, si vous devez traverser une rivière, parce que bon, c'est sur l'autre berge en face où il y a le plus d'or, dites-vous bien qu'il y a des méthodes. Des méthodes pour éviter d'aller au bouillon, voire d'être emporté. Or, comme je disais, il n'est pas nécessaire qu'il y ait beaucoup d'eau, qu'il n'y ait pas 1 mètre d'eau. 10 cm, 20 cm avec un fort courant, vous êtes déjà déséquilibré. Faut bien penser que vous marchez sur du galet de la roche, du bedrock, et il y a une petite mousse légère qui fait que c'est glissant comme une savonnette. Ce petit courant là, il est capable de vous déséquilibrer et de vous emmener. Comment traverser? Et ce qu'il faut, c'est traverser. Quand vous avancez un pied devant l'autre, c'est que le premier, il est bien ancré, que vous êtes stable. Assurez-vous que votre pied que vous allez poser
est bien solidement ancré. Ce que vous pouvez faire, c'est tendre la pointe des pieds pour l'enfoncer entre des galets pour être bloqué comme sur la pédale d'un vélo de course. Vous avancez comme ça. Si vous avez un sac à dos, défaites la sangle. Ça vous permettra en cas de chute de vous dégager rapidement et d'être libre de vos mouvements. Ensuite, vous avancez en diagonale, un peu contre le courant, parce qu'il faut pas aller dans l'autre sens, parce que le courant va vous emmener. Donc il faut lutter un petit peu légèrement en diagonale contre le courant, et puis visualiser l'endroit où vous allez sortir, l'endroit où c'est le plus facile. Alors ensuite, il y a les lieux difficiles d'accès. Pas très loin de chez moi, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire après Sainte-Anastasie, ça fait un petit peu comme un canyon. Il n'y a pas d'échappatoire sur quelques kilomètres. C'est le chaos de gros rochers et puis des falaises abruptes. Là, c'est dangereux parce que même si c'est à sec, même s'il n'y a pas d'eau, le soleil qui tape là-dedans, ça fait un four. Vous pouvez là vous dessécher. Imaginez, vous vous cassez une jambe, encore une fois, vous n'avez que votre téléphone pour vous sauver. Hein. Pareil, en cas de crue subite, vous êtes fait comme un rat là. Hein. Il n'y a pas d'échappatoire. Moi, j'y ai vu un phénomène aussi surprenant. Parce que bon, c'est vrai que l'été, il n'y a pas une goutte d'eau, pas une goutte d'eau visible, parce que c'est un endroit où il y a plusieurs lits, les uns sur les autres, et l'eau, elle passe en souterrain. Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'il y avait un gros rocher qui avait dû être emmené, et à la place, il y avait un trou, de la taille d'une plaque d'égout, et puis un vide. Et en dessous, encore un lit de rivière, et qui était à sec aussi. Ça veut dire qu'il y en avait un autre en dessous. Parce que bon, le Gardon, lui, il y avait de l'eau avant, et il y a de l'eau après. C'est qu'elle passe bien quelque part, elle passe en souterrain. Alors, vous ne savez pas si l'épaisseur du premier lit de la rivière sur lequel vous marchez est épais. À certains endroits, il peut être fragile et vroom, vous traversez, vous êtes complètement enseveli. C'est très 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 dangereux. On n'a pas l'impression d'être en face à un danger, mais ça peut être terrible. Pour en revenir à des endroits un petit peu difficiles d'accès, il y a un orpailleur que je vois de temps en temps dans la rivière, qui est un de mes abonnés d'ailleurs, parce que justement, après la sortie de ma vidéo sur la crue du 19 septembre 2020, il m'a dit, ouais, moi j'étais dans la rivière. Il était à un endroit que je connais bien aussi, c'est qu'il y avait un îlot, une petite île au milieu. La rivière était large, et puis d'un seul coup, il voit le niveau d'eau un peu baisser. Ah, il dit, c'est curieux ça. Bon, et il continue à remplir ses seaux de tamisé pour après alimenter sa rampe de lavage. Il entend un grondement, un peu comme un tonnerre, mais en plus fort, avec des bruits de galets qui... là, il a compris. Il a pris ses deux seaux. Alors, il ne voulait pas lâcher ses deux seaux, même s'il n'y avait pas énormément de paillettes dedans. Bon, il a traversé la partie de rivière pour en sortir. La berge, elle est comme ça, il faut monter 2-3 mètres. Il avait ses deux seaux, il sort de l'eau, il fait les 2-3 mètres. Il se dit, ça y est, là je suis tranquille. Et puis d'un seul coup, un mur d'eau qui arrive sur lui. Il m'a dit, j'ai été emporté sur une dizaine de mètres. Si j'avais pas eu mes seaux, j'aurais été emporté, mais j'aurais rien pu faire.
Il m'a dit c'est mes seaux qui m'ont sauvé la vie, je les ai pas lâchés, je me suis cramponné, comme ils avaient du poids, ça faisait du lest, ils se sont entourés autour d'un tronc d'arbre, et là il était ancré. Et il m'a dit mais j'ai cru y passer là. Alors là je fais une vidéo générale sur les risques qu'il peut y avoir. Donc il y a en France différentes régions, il y a de la montagne, il y a de la plaine, il y a tout ce qu'on veut. En montagne, il y a d'autres dangers qui ne sont pas toujours liés à l'eau. Et dans un message de la vidéo de la semaine dernière, il y a Loup Prospecteur qui m'a expliqué un truc. Il y a quelques années, il était dans la rivière, il orpaillait tranquillement et il entend un fracas. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un rocher énorme, gros comme un camion, qui dévale et qui vient tomber pas loin de là où il était. Alors là, j'imagine que ça doit faire peur parce qu'on se dit, à quelques mètres, j'étais dessous. Alors là, c'est le genre de danger où on ne peut rien faire parce que ça arrive tellement vite, le temps qu'on réagisse, le temps qu'on voit le rocher arriver. Avant d'étudier sa trajectoire pour savoir dans quel sens s'échapper, il est déjà trop tard. Alors, il y a un sens qu'il faut développer quand on fait de l'orpaillage, c'est l'ouïe. C'est-à-dire qu'il faut écouter chaque bruit. Quelque chose qui n'est pas normal, il faut s'en inquiéter, il faut déterminer ce que c'est. Alors imaginons que vous êtes dans la rivière, vous avez soif, vous avez plus d'eau ou vous avez oublié d'en emmener. Ce qui n'est pas raisonnable. Enfin bon, moi ça m'est arrivé aussi, je dis rien. Mais vous dites, de l'eau il y en a. Elle est fraîche, elle est bonne. Bon, allez, je vais boire un peu de l'eau de la rivière. Mais faites très attention. Parce qu'en été, quand il fait chaud, il y a une bactérie qui se développe. C'est la cyanobactérie qui libère des toxines mortelles. Et donc, ça rigole pas. Pareil, si vous allez en rivière avec votre chien, faites attention. Parce que en Ardèche, il y a plusieurs dizaines de chiens qui sont morts comme ça, intoxiqués par la cyanobactérie. Et ça fait mal au cœur quand même, c'est un membre de la famille. C'est pareil, il faut le protéger aussi, pareil que vous. Bon, je vais changer, c'est plus l'eau, mais les plantes. C'est quand vous arrivez sur le placero, que vous faites de la prospection, n'oubliez pas que il y a des plantes urticantes, des plantes qui risquent de vous incommoder, des ronces qui risquent de vous lacérer la peau. Donc il faut faire très attention à ça. Si vous voulez orpailler dans de bonnes conditions, ne mangez pas n'importe quel fruit que vous ne connaissez pas. Ça peut être dangereux. Bon, dans la nature, il y a plein d'animaux sauvages. Chacun sait qu'en France, on n'a pas des monstres, on n'a pas des carnivores capables de venir nous croquer. Non, 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 non. L'animal, je dirais, le plus gros auquel on ait à faire face, c'est du sanglier, je pense. Il m'est arrivé un jour d'aller orpailler et il y avait des chasseurs habillés en orange avec la casquette, le fusil. Ils ont l'intelligence, quand ils font des battues aussi, de bloquer les chemins d'accès pour dire attendez qu'on est fini, c'est dangereux. J'étais là, j'attendais que leur battue se termine et d'un seul coup, pas loin de moi, un sanglier qui passe. Alors bon, c'est pas le sanglier qui m'a fait peur, c'est les chasseurs qui couraient derrière. Donc je voulais pas me prendre une balle à la place du sanglier. Bon, il y a les serpents. Alors, les serpents, c'est vrai qu'en France, il y en a pas mal.
Il n'y a pas des serpents très très dangereux. Le plus dangereux, c'est la vipère. Et encore, bon, c'est pas mortel à 100%. Si vous réagissez correctement avec votre tire-venin et tout ce qu'il faut, et en appelant les secours, bah, il n'y a pas de danger mortel. Par contre, dans la rivière, quand vous êtes en train d'orpailler, bon, vous avez des couleuvres. Moi, il m'est arrivé aussi, et puis bon, j'ai vu, comme je fais des stages, j'ai des stagiaires qui poussent des grands cris quand une couleuvre leur passe entre les jambes. Mais bon, une couleuvre, pour nous, c'est pas méchant. Elles sont simplement attirées par ce qu'on fait. On lave, on lave du sable, de l'argile, on fait un remous. Et les petits poissons sont friands de ce qu'on relâche parce que eux, ils peuvent pas aller les chercher. Nous, on creuse profond. Bah, ces petits poissons, ils attirent les prédateurs, c'est-à-dire les couleuvres. Alors, une fois, j'en ai une qui a passé sa tête dans mon pan. J'ai balancé le pan, moi je suis parti par là, la couleuvre elle est partie par là. Tout s'est bien passé. Je ne l'ai pas revu après. J'ai vu aussi, toujours en stage avec un groupe de personnes, un milan, c'est-à-dire un gros oiseau de proie, un rapace. Il est descendu pratiquement en piqué au milieu de nous. Je dis qu'est-ce qu'il va faire? Il est arrivé en rase-motte sur l'eau, au milieu du groupe, et avec ses serres, chlac, et il est ressorti avec un poisson. Comme on attire les poissons, on attire tous les prédateurs qui sont intéressés par un bon repas, quoi. Alors en animaux sauvages, je vous ai expliqué ce qu'il y avait. Bon, il m'est arrivé aussi, toujours pendant un groupe d'orpaillage, de voir un castor sur la berge d'en face qui était sur un rocher et qui nous regardait faire. Alors, il est resté un moment à nous regarder comme ça, et puis nous, on l'a regardé aussi. Donc on s'est regardé. Mais bon, ça c'est le genre d'expérience agréable, marrante. Bon, c'est toujours intéressant de voir. Mais il y a des animaux beaucoup plus petits. Et donc, je vais vous faire part de mon expérience qui m'est arrivée une fois, parce que en 20 ans d'orpaillage, on en a des anecdotes dans tous les genres, hein. C'était sur les animaux, je dirais, sauvages. Et j'étais dans l'eau, j'orpaillais tranquillement, je lavais mon pan, et d'un seul coup, progressivement, hein, c'est venu, ça montait, j'entends des grésillements, un bruit de fond, hein, un petit peu comme des lignes haute tension qui grésillent. Je me suis dit, il n'y a pas de ligne à haute tension dans le coin, qu'est-ce que c'est? Bon, je continue, je lave. D'un seul coup, je vois une ombre autour de moi. Je lève la tête, et il y avait un essaim d'abeilles qui venait sur moi. Impossible de courir parce que là j'aurais été massacré. Je me suis accroupi, j'ai pu bouger, j'ai fermé les yeux pour pas voir la scène d'horreur qui se passait autour de moi. Et puis les abeilles, elles tournaient autour de moi, toutes. Jusqu'au moment où, là ça a duré quelques secondes, ça n'a pas duré une éternité, mais pour moi ça a duré une éternité. Et puis j'ai senti le bruit s'éloigner. J'ai relevé la tête et j'ai vu les seins qui partaient dans une direction, ils cherchaient leur direction. Mais ça fait une drôle de sensation, je peux vous le dire. Alors dans ces cas-là, il ne faut pas faire de mouvements brusques, il faut rester, faut s'intégrer au paysage et il faut faire partie, voilà, il ne faut pas se faire remarquer.
si vous vous levez, si vous courez, là vous avez tous les seins qui vous tombent dessus, hein. Parce que bah, les abeilles elles vont prendre ça pour une menace. Sans compter que vous êtes dans l'eau on ne peut pas courir. C'est pas facile, mais il y a des situations où il faut être maître de soi, faut pas paniquer. Si vous paniquez, ben ça va être pire. Donc à partir du moment où il y a un danger, il faut jamais paniquer, il faut rester calme, essayer de réfléchir tranquillement à ce qu'on peut faire, ce qu'il faut, quelle est la bonne attitude à adopter dans ces conditions-là. Vous avez les temps aussi, parce que bon, s'il y a des animaux, des vaches ou autres pas loin, ben, il y en a. Alors les temps, ils sont pas dangereux, ils sont emmerdants. Et ils sont fatigants parce qu'ils viennent, ils se posent, et puis ils piquent. Mais bon, une piqûre, on la sent. C'est vrai qu'après quelques années de piqûres de temps, je les sens plus, ça gonfle plus, mais si vous n'avez pas l'habitude, bah, vous pouvez, si vous faites piquer au pied ou autre, ça risque de gonfler. Vous sortez la trousse à pharmacie que vous n'avez pas oublié, et puis vous désinfectez. Ce que vous pouvez faire aussi, ça c'est un vieux du coin qui me l'a dit, c'est-à-dire que vous pouvez prendre 3 herbes différentes, peu importe l'herbe, mais 3 herbes différentes. Vous les mettez en boule et vous frottez le... Il paraît que ça calme immédiatement la douleur. Alors, c'est un truc à essayer. Enfin, les temps, ils sont lents, ils se posent, et avant qu'ils piquent, il y a un laps de temps. Alors, hop, toc, une claque, et puis il tombe à l'eau, il va nourrir le poisson. Alors, comme je le disais tout à l'heure, bon, ben, en animal dangereux, on a l'homme, surtout en période de chasse. Là, l'ouverture de la chasse, je crois que ça doit être au mois de septembre. Bah, il fait pas bon d'aller en bord de rivière. Souvent, on arrive, il n'y a personne, et d'un seul coup, on est en pleine guerre, hein. Donc, moi, je connais un orpailleur qui était dans la rivière, il faisait sa bâtée, et puis d'un seul coup, une salve de plomb qui est tombée à côté de lui, parce que c'est quelqu'un qui devait chasser le canard ou je sais pas quoi, les plombs, flaf. Alors, il faut faire très attention, et puis, bah, pas quand il y a des panneaux chasse en cours ou autre, soit vous attendez qu'ils aient terminé, soit vous décidez d'aller ailleurs. Un buisson qui remue, paf, ça peut déclencher un drame. Alors, avant de terminer, je voulais préciser une chose, c'est qu'il y a un danger évident, c'est les outils que vous avez. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo, le retour, où je vous vantais les mérites de la fourche à fumier. Quand vous utilisez ce genre d'outil, quand vous le posez par terre, vous ne mettez pas les dents en haut. Si vous trébuchez, vous tombez dessus, vous vous faites transpercer. Les pioches, c'est pareil, les piolets, la pointe, jamais la pointe en haut. Les rampes de lavage, quand vous avez des pieds, vous réglez, il y a toujours un surplus de pieds en haut, ça fait comme un pieu. Il faut éviter de chahuter à côté ou autre, au risque de tomber dessus et puis de vous faire transpercer. C'est comme sur un chantier, hein, les outils, on ne les laisse pas traîner n'importe comment. Ça peut être très dangereux. Le plus grand danger, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous vous écoutez pas. Il y a de la paillette, il faut y aller. Vous n'avez plus de cesse. Vous passez des journées, bon, comme le copain Eric, dont je vous ai parlé aussi dans une vidéo, qui passait ses journées de 8h du matin à 8h du soir, qui dormait sur place. Je l'ai vu dépérir
à grande vitesse, c'est-à-dire brûlé par le soleil, amaigri, parce qu'il ne mangeait pas correctement, c'est dangereux. Alors, sans aller jusque-là, vous pouvez travailler, vous y allez, vous déplacez du mètre cube, vous démolissez le dos à portée des charges, au lieu de prendre un seau, vous en prenez deux et hop, et puis à la fin de la journée, vous êtes complètement mort. Il y a un exemple, ouais, je rigole, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais je rigole quand je vois les Allemands travailler. Eux, c'est leur truc. Plus ils font d'opérations, plus ils sont contents. C'est-à-dire qu'il y a la rampe de lavage, il y a les bacs, il y a les seaux, il y a les pans. Alors, on creuse, hop, on met dans un bac, et hop, de ce bac, hop, on va prendre pour tamiser dans un seau. Et hop, on va vider ce seau dans un autre bac, et de cet autre bac, on va le mettre dans la rampe de lavage. Plus ils font d'opérations, plus ils sont contents. Alors qu'au contraire, pour se ménager, ce qu'il faut faire, eh ben, c'est éliminer les opérations inutiles. C'est-à-dire qu'au lieu de faire toutes ces opérations, vous mettez le bac à côté de la rampe de lavage. Le trou que vous faites, il n'est pas loin aussi, et vous n'avez pas à déplacer le bac. C'est-à-dire que vous mettez le tamis dedans, hop, vous versez dans le tamis, vous tamisez, hop, vous jetez les cailloux, hop, et ainsi de suite. Quand vous avez rempli votre bac, il n'y a plus qu'à mettre ce qu'il y a dans le bac dans la rampe de lavage. Et vous n'avez même pas à déplacer du poids puisque le bac il était déjà là. Il faut étudier un petit peu comme dans le code du travail. C'est-à-dire qu'il faut limiter tous les efforts inutiles. Vous n'aurez pas moins d'or, vous en aurez plus parce que vous perdrez moins de temps avec des opérations inutiles. Ce n'est pas parce que vous bougez du vent et vous bougez de la terre et tout ça que vous aurez plus d'or. S'il n'y a pas plus d'or dans le sol, c'est pas parce que vous ferez 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes que vous en aurez plus. Vous aurez la proportion qu'il y a dans le sol. S'il n'y a pas assez, eh ben vous prenez vos outils, vous faites de la prospection, vous allez dans un endroit où il y en a plus. Et puis, vous aurez moins d'efforts à faire pour le même résultat. Voilà, on a fait le tour. Bon, maintenant qu'il est venu m'embêter tout à l'heure, allez, viens, tu vas dire au revoir avec moi, hein, parce que là, quand même, hein, ça sera plus poli vis-à-vis de nos abonnés. Ah, bah, il va arriver. Ah, quand même, hein. Quand même, tu te fais venir, je commençais à m'impatienter, t'es long quand même dans ton boulot. Hein. Bah écoutez les amis, toutes mes excuses d'être venu troubler votre belle vidéo. Au revoir les amis, à bientôt, n'oubliez pas, abonnez-vous. Hein. Au revoir les amis. Bon voilà. Et puis t'as pas dit, hein, le pouce bleu, il faut un pouce bleu. Il faut un pouce bleu et puis commentaire. Ben oui, il faut du commentaire. Bon ben alors n'hésitez pas. Hein. Dites défoulez-vous sur les commentaires. Bon, faut peut-être pas que t'en fasses de trop quand même. Hein. Bon ben allez, les amis, à la prochaine vidéo.